Et là, on voit bien que la dimension technologique prend toute son importance autour de cette data. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de générer de la valeur à l'attention notamment de nos clients sociétés de gestion Bah ouais, qui ouais, veulent tout à fait. savoir en fait quelle est l'utilisation de leurs produits, comment finalement les confrères eux se comportent par rapport à cette utilisation des produits d'investissement. Donc on a en fait tout cet écosystème qui est je dirais mis en branle parce qu'on arrive à capter donc ces données de référentiel, de transactionnel et donc la donnée d'usage qui est en fait cette market intelligence, on peut utiliser aussi ce terme-là, pour aider en fait les sociétés de gestion à mieux servir leurs clients, les investisseurs. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Pierre-Adrien Daumont, qui est le CEO de FundChannel, qui est une plateforme que je suis depuis pas mal d'années, une plateforme de distribution. C'est vraiment le B2B pur et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur FinScale. Merci d'avoir répondu rapidement à mon invitation. Alors, j'aimerais 2 minutes que tu te présentes à nos auditeurs et que tu nous expliques ce que c'est que FundChannel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, écoute, merci d'abord pour l'invitation. Donc, Pierre-Adrien Daumont, je suis CEO de FundChannel depuis 2020 Ouais. maintenant. Notre métier, finalement, chez FundChannel, c'est de faciliter la distribution des produits d'investissement. Alors, on commence par les fonds, mais on va parler d'ETF, d'actifs privés, etc. Donc, depuis les producteurs, donc les sociétés de gestion, vers les distributeurs et leurs investisseurs. Alors, un distributeur, c'est quoi? C'est une banque de détail, une banque privée, par exemple. C'est aussi l'assurance vie ou des fonds de pension, fonds de fonds, etc. Donc notre rôle finalement, c'est, je dirais, si je dois faire une comparaison pour le grand public, c'est comme une centrale d'achat dans la grande distribution. Ouais. C'est-à-dire que notre métier, c'est de négocier des contrats, s'assurer que les produits dont les clients ont besoin sont disponibles, et en plus derrière, en fait, on assure toute la chaîne logistique. Donc il faut s'imaginer en fait des camions. Là ici, c'est du transactionnel, c'est de la conservation. Et donc ça, c'est le métier de FundChannel, qui est en fait de rendre vraiment plus accessible, plus facilement, à moindre coût, et finalement en offrant un cadre réglementaire et technologique qui soit au top pour les utilisateurs de la plateforme, puisqu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser tous ces investissements pour le bénéfice donc des distributeurs et de leurs investisseurs. Top. Alors, c'était avant, tu n'es pas arrivé CEO, tu as progressé dans la société. J'aimerais que tu nous parles des tout débuts quand tu as rejoint. C'était vraiment les prémices de la plateforme. À quoi ça ressemblait à l'époque? Alors, effectivement, les plateformes ont émergé finalement sur une opportunité qui était offerte aux investisseurs au tout début des années 2000. On est Ouais. vraiment au tout début des années 2000, où en fait on sent qu'il est à la fois nécessaire mais aussi possible d'acheter des produits plus divers, qui viennent de plein de sociétés de gestion différentes, qui offrent des expertises qui ne sont pas forcément évidentes dans un groupe, dans les groupes bancaires où tout est souvent en silo. Là, on a une ouverture. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture ouverte. C'est au Ouais, tout ouais. début des années 2000 et ça permet en fait aux investisseurs d'avoir un accès plus large Donc, avec investisseurs, c'est les clients des banques alors privées, par exemple. absolument, ça peut être des clients, donc ce qu'on va appeler retail, alors que ce soit de la banque privée pour les plus fortunés ou du mass affluent par exemple, mais ça peut être aussi les investisseurs professionnels qui ont besoin d'accéder à un plus large panel de produits. Et donc en fait, au début des années 2000, on se dit, ok, avant je signais un contrat avec une société de gestion et j'avais un seul flux. Puis en fait, 10 sociétés de gestion, 100 sociétés de gestion, 200 sociétés de gestion, on commence à voir qu'il y a un besoin de mutualiser Ouais. en fait toutes ces ressources, parce que finalement, moi en tant qu'investisseur, même professionnel, mon boulot, c'est pas de signer des contrats avec Ouais, des tout à fait. sociétés de gestion, de gérer les flux de Ouais. rétrocession, puis je parle pas de 1, mais plutôt de 100. Ouais. Et donc, c'est comme ça que la mutualisation est apparue, en se disant, on va créer, mais comme souvent en fait dans l'industrie financière, à chaque fois qu'il y a un besoin qui émerge, on a créé des tiers de confiance, si je puis dire, pour résoudre un problème bien spécifique. Et donc, comme tu le disais dans ton introduction, FundChannel, c'est un métier de niche, alors à très grande échelle, mais c'est un Ouais. métier de niche qui est là pour mettre de l'huile dans les rouages, si je puis dire. Et donc, on mutualise quoi? Les contrats, le KYC, je parlais du co-investissement sur la technologie, sur le réglementaire. Et donc, voilà, au fur et à mesure, donc les plateformes se sont développées. FundChannel s'est développé. On a été créé en 2005 par le groupe Crédit Agricole, par Amundi, la société Ouais. de gestion d'actifs, leader européen. Et aujourd'hui, on a comme partenaire et co-actionnaire KCIS, donc Mhm. Crédit Agricole également, qui est sur le volet asset servicing, infrastructure.
D'accord. Si tu peux juste encore rentrer, j'aime Ouais, bien bien vraiment sûr, je t'en prie. ce qui se passe derrière, parce que donc moi, je vois tout à fait ce à quoi tu veux faire référence, l'open architecture, etc. Donc en fait, mettons, prenons une banque comme UBS. UBS, dans ce cas-là, vous sous-traite toute la partie contractuelle et toute la partie passation d'ordre. Comment ça se passe je dirais peut-être un cran en dessous, d'un point de vue Alors plus effectivement, infrastructure. de manière très concrète, donc je suis une banque. Je gère aujourd'hui 100, 200 relations contractuelles avec plein de sociétés de gestion. J'ai des flux de facturation, je dois faire du KYC, j'ai du reporting réglementaire, MiFID II typiquement à faire Ouais, à l'attention de toutes ces sociétés de gestion. Je dis, mais c'est pas mon cœur de métier. Moi, mon ouais, métier en tant que banque, c'est de conseiller mes investisseurs. Et donc, je prends la logique d'aller externaliser, donc on parle d'outsourcing, tous ces processus qui sont très typés back-office, ouais, finalement, du back-office de contrat, du back-office de rétrocession, ouais. et on le confie à une plateforme telle que D'accord. FundChannel. Donc ça, c'est le commencement. Donc, La due deal aussi ou pas sur du les deal fonds? aussi. Du deal aussi, ouais, D'accord, absolument. ok. Du deal aussi. En fait, concrètement, la banque cliente de FundChannel a une seule relation contractuelle. Un seul lien KYC, un seul reporting de due deal à faire, tout ça à l'attention de FundChannel. Et puis nous, notre métier, c'est d'aller disséminer, d'aller répercuter l'ensemble de ces engagements à l'ensemble des sociétés de gestion. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 600 sociétés de gestion, on a une centaine de distributeurs sur la plateforme. Donc en fait, ce maillage qu'on réalise pour une banque, en fait, on passe à l'échelle avec plus d'une centaine Ouais, de ouais. banques derrière. Alors, il y a un élément qui est fondamental, qui a changé ces 20 dernières années, c'est tout ce qui tourne autour de l'infrastructure, Mhm. de l'informatisation et l'automatisation d'un certain nombre de transactions, de KYC, Ouais. etc. Comment est-ce que vous avez géré justement cette digitalisation et en quoi tu penses que la donnée prend de plus en plus de place dans tout cet écosystème-là? Alors, je crois qu'il faut distinguer peut-être 3 types de données, de la plus, je dirais, la plus cœur, la plus évidente, qui est, on va dire, la donnée de référence ou donnée de référentiel. On va avoir après la donnée de transaction et enfin le Graal, la donnée d'usage. Alors peut-être pour expliquer un peu la logique que nous avons chez FundChannel, c'est d'abord effectivement être capable de traiter pour le compte de nos partenaires, de nos clients, euh, un volume de données assez conséquent. Pour donner quelques chiffres, on a plus de 115 000 produits, d'accord, d'investissement disponibles sur la plateforme. Donc tout Euh, compris, fonds, ETF. oui. Alors, principalement des fonds d'investissement, mais on Ouais. va retrouver des ETF, des produits alternatifs, etc. Pour chacun de ces produits, en standard, en live, on a 1500 points de données disponibles pour chacun de ces 115 000 produits, avec la documentation, etc. Donc ça, on est vraiment sur du référentiel. Puis après, donc ça, c'est la donnée du fonds. Après, il y a la donnée des contrats, du KYC, avec toutes les données liées en fait à toutes ces institutions, à leurs mandataires, etc. Donc ça fait beaucoup de référentiels. Donc ça, c'est, je dirais, le premier étage. Et ça, tu le mets sur 615 milliards d'euros d'actifs aujourd'hui qu'on intermédie. Énorme. Ensuite, on a le transactionnel. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec mes camions dans la logistique. Ouais. C'est cette capacité à passer des dizaines, en fait, plutôt des milliers d'ordres à l'attention en fait de nos clients, les distributeurs qui sont donc des professionnels, mais surtout, finalement, on en revient pour l'investisseur qui se rend pas compte. En fait, lui, il passe un ordre et c'est fait. Et en fait, il y a toute une mécanique derrière qui fait intervenir de très, très nombreux acteurs sur toute la chaîne de traitement pour qu'en fait, on ait un produit qui, le lendemain, est livré. Alors, on va sûrement en discuter un peu plus en avant dans cette discussion, c'est à savoir que maintenant, il y a de l'ETF, il y a des technologies qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement, mais on est sur en fait, des règlements livraison qui se font en 24 heures. Et quand il y a toute une chaîne de traitement, c'est assez conséquent. Donc ça, je dirais, c'est la donnée transactionnelle. Et enfin, il y a la donnée d'usage. Donc la donnée d'usage, c'est quoi concrètement? C'est en fait... que fait mon client, avec quoi et quand. Et là, on voit bien que la dimension technologique prend toute son importance autour de cette data, et c'est ce qui va nous permettre en fait de générer de la valeur à l'attention notamment de nos clients sociétés de gestion qui veulent savoir en fait quelle est l'utilisation de leurs produits, comment finalement les confrères, eux, se comportent par rapport à cette utilisation des produits d'investissement. Donc, on a en fait tout cet écosystème qui est, je dirais, mis en branle parce qu'on arrive à capter donc, ces données de référentiel, de transactionnel et donc la donnée d'usage qui est en fait cette market intelligence. On peut utiliser aussi ce terme-là pour aider en fait les sociétés de gestion à mieux servir leurs clients, les investisseurs. Et comment vous avez fait évoluer à l'intérieur l'infrastructure? Parce que c'est une boîte qui a déjà une vingtaine d'années,
qui se reposait sur une stack technique donnée. Comment est-ce qu'en interne, vous êtes parvenu à garder cette agilité? Parce que la donnée, maintenant, ça devient vraiment la richesse principale de tout cet écosystème-là. Et comment, justement, tu adresses, comment tu captes cette donnée, comment tu la traites? Est-ce que vous avez mis en place des outils en interne? Alors, aujourd'hui, on voit, à un moment où on parle beaucoup notamment toi, de fintech, Ouais. on voit que la technologie va vite. Maintenant, dans le monde bancaire, 20 ans, c'est une techno plutôt récente. Ouais. D'accord? Donc, en fait, maintenant, on C'est arrive. clair. Oui, non, mais Parce c'est, que je ça a vois l'air encore intéressant. Bob, Oui, Bob 50. Non, et donc, en fait, bon, il y a des couches technologiques, alors des nouveaux langages, etc. Donc, ça, on fait évoluer au fur et à mesure. C'est l'avantage d'être une société relativement petite, donc agile, pour finalement se mettre à la page et faire évoluer la techno. Donc, ça, je dirais, c'est un peu le socle. Maintenant, il y a effectivement la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, alors, c'est assez amusant. C'était un buzzword il y a quoi, ces 5 dernières années, peut-être 10, où on parlait Ça l'est d'API. toujours, hein. Ouais, l'APIisation, ouais. Oui, mais en fait, ça existe dans le monde technologique depuis une trentaine d'années. Ouais. Donc voilà, aussi, il faut accepter que le secteur financier, parce qu'il a en fait cette vertu cardinale qui est en fait d'être un acteur de confiance, qui est robuste, qui est solide. La technologie, elle évolue de manière progressive, et on voit bien aujourd'hui à l'inverse que des nouveaux acteurs, on parle de néo-brokers, de néo-banques, arrive avec une technologie qui, notamment sur le front-end, donc tout ce qui est l'expérience de l'utilisateur à la pointe, mais en fait, derrière, s'appuie sur ces vieilles technologies qui sont en fait peut-être pas très sexy, mais très robustes et surtout à l'échelle. Ouais. Alors, il y a un point que je trouve toujours intéressant, c'est la retailisation, la démocratisation de tous ces actifs. Je l'ai couvert dans pas mal d'épisodes. Pas uniquement les fonds qui investissent dans les marchés publics, mais aussi les private assets. Comment est-ce que vous appréhendez cet accès peut-être à terme à cette clientèle retail? Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez, que vous envisagez? Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à aller toucher cette clientèle-là en direct? L'idée derrière, c'est de dire qu'il y a une émergence de ce besoin auprès des acteurs, en fait, auprès des investisseurs plus retail. Avant, c'était réservé quand même plutôt à une clientèle dite institutionnelle et très fortunée. Exact. Okay. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin qui répond en fait à celui de nos économies de manière générale, qui est d'aller flécher en fait ces investissements vers l'économie réelle, comme on l'appelle. Donc, on a des marchés qui sont extrêmement efficients lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières, donc les produits de côté, pour faire simple. En revanche, en ce qui concerne les produits les moins liquides, on a des choses qui sont quand même assez efficaces autour des produits immobiliers. Ça tourne depuis nombreuses années. En revanche, lorsqu'il s'agit en fait de flécher des investissements vers les ETI, les PME, PMI, là, c'est beaucoup moins efficace. Et donc, on s'aperçoit que pour finalement mieux servir ses clients en retail, on a besoin de rendre donc ces produits plus accessibles. Alors chez Fund Channel, le parti qu'on a pris, il est en fait de se dire qu'on doit rendre d'abord l'interface, je dirais, l'utilisation beaucoup plus facile. Avant de parler, alors là pour le coup du back-end, là on s'est concentré sur le front-end. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a maintenant plus de 2 ans, nous avons pris une participation dans une fintech, Airfund, qui en fait... Je savais pas. Mais si, voilà. Ah mais non, c'est je les salue d'ailleurs. En fait, c'est Yann Charrer. Absolument, Alexandre Arcous et Yann Charrer. Je connaissais Yann pour son passé de banquier privé. Oui, absolument, chez Neuflis en particulier. Oui, tout à fait. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Yann, si tu nous écoutes. Et donc en fait, oui, ce qui est notable dans ce partenariat, c'est qu'on a joint les forces et d'Amundi et d'Indosuez dans cette prise de participation. Et donc Fund Channel met à disposition de ses clients distributeurs et de ses clients, donc General Partners, des vitrines où on voit les produits et on digitalise en fait l'accès à ces produits. Alors ça veut dire quoi digitaliser? Très concrètement, aujourd'hui, c'est une liasse assez épaisse à remplir à la main lorsqu'on veut investir dans les produits actifs. L'horreur. Aujourd'hui, ça c'est digitalisé. Voilà, ça c'est digitalisé. Donc là, tout le marché est en train de se structurer. On en est plutôt au début, quand on voit en fait. Je vois déjà. C'est ce que je te disais avant qu'on en parle. Moi, j'ai des étudiants, des personnes de mon écosystème plutôt plus jeunes qui sont à fond là-dessus parce qu'il y a un réel pain point.
Ouais, absolument. En fait, on commence donc par rendre, finalement plus facile, plus accessible Digeste. ces produits. Il y a alors, si on le prend en termes absolus, on va parler, d'une augmentation, significative donc de ces actifs privés investis par des investisseurs retail. Ça reste quand même encore assez minoritaire. Dans les portefeuilles européens, on sait que les États-Unis ont une dynamique tout à fait différente. Donc il y a évidemment, il y a un marché pour, finalement avoir des investissements qui soient aussi plus pertinents dans les portefeuilles. On parle de performance et on parle aussi de mettre un peu de sens dans les investissements qui sont réalisés par ces Mmh, investisseurs mmh mh. et donc au service de l'économie réelle. En quoi c'est plus compliqué d'aller distribuer un fonds, de private equity ou un fonds de VC versus un fonds, je sais pas, Fidelity, qui investit, dans des actions européennes? Alors d'abord, c'est lié au type d'investissement que réalisent ces fonds. Un fonds d'investissement mutuel. Je te parle pas forcément, excuse-moi, je précise, d'un point de vue commercial, hein. Non, 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 Ouais, j'entends. Non, ouais. non, 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 bien sûr. Non, non, d'un point de vue technique, les UCITS investissent dans des valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elles sont cotées Ouais. et la plupart du temps, vraiment dans l'énorme majorité des cas, c'est une liquidité quotidienne. D'accord? On peut acheter, vendre des titres au Ouais, ouais. quotidien, que ce soit des obligations, des actions et cetera, sur des centaines de lieux d'échange, donc des bourses, Mmh principalement. mh. Heu, il y a un cadre en plus, UCITS, qui est une espèce de marque internationale qui a été créée, en Europe, on peut en être fier, qui en fait, assure cette liquidité par construction, des produits et donc on se retrouve avec des produits, liquides et donc qui tous les jours, peuvent être amenés à tourner. Alors que quand on est sur les actifs privés, on investit réellement dans une entreprise, et on est plutôt à s'engager sur des longues durées. Mmh. Ça ne veut pas dire que le produit en tant que tel n'est pas liquide, mais il est beaucoup plus difficile d'aller vendre des actions dans une société, qui n'est pas cotée, que voilà, Bien donc sûr. ça semble assez logique et donc en fait, l'idée c'est de d'arriver à rendre aujourd'hui ces produits pour le retail un tout petit peu plus liquides qu'ils ne sont aujourd'hui et donc ça veut dire on va avoir en fait des nouveaux supports comme LTIF, par exemple, le LTIF Ouais, bien sûr, 2.0 ouais. qui doit permettre en fait de mettre un peu plus de liquidité. Il va falloir évidemment toujours ce trade-off entre performance et liquidité. Ce qui va être important pour le retail, c'est la transparence. Parce que les UCITS ont réussi à avoir un peu cette marque de fabrique autour de la transparence, de la sécurité, de la confiance. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on doit obtenir pour le marché retail sur ces produits dits privés, Et comment tu génères de la liquidité sur des actifs qui sont extrêmement illiquides? en les vendant. Ouais, d'accord, mais est-ce que vous avez envie d'assurer de mettre en Non, place non, un non, non. marché, Notre rôle chez Fanshawe, il est vraiment de faciliter cette distribution de ces actifs, qu'ils soient publics, privés. On n'est pas là en market maker à créer de la liquidité, pour nos clients. Ouais. Alors dans les grandes innovations que tu as vues, et que tu as initiées, toi, en tant que patron, de Fund Channel, c'est quoi, ce qu'on devrait retenir, ces 5 dernières années? Hem, je je crois qu'il y a un pivot qu'on a réussi à opérer pour le compte de nos clients. Je l'évoquais en début de cet entretien, on était, pour faire très simple, un back-office rétrocession contrat. Alors à très grande échelle, c'est très compliqué, il y a beaucoup de points, de données et cetera, mais c'est un back-office rétrocession Mmh. contrat, on a réussi en fait à rester au fur et à mesure de ces dernières années utile et pertinent pour nos clients. C'est-à-dire que finalement, outsourcing, est le socle de confiance qui permet en fait de construire avec nos clients. Donc on est passé réellement dans une logique de co-investissement, de co-construction, avec ses clients. Je pourrais te donner des exemples concrets où en fait des banques privées de très grande taille, en fait, s'appuient sur des acteurs comme nous pour mutualiser des investissements qu'elles pourraient difficilement soutenir. Pas que c'est pas un problème financier bien sûr, mais c'est plutôt en termes de priorité et finalement la Mmh. distribution, c'est pas forcément, la 1re priorité pour ces investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont se concentrer plutôt sur la digitalisation, le parcours Mmh. avec leurs clients. Là, on est dans des choses qui sont quand même très back-end, donc vraiment invisibles de Mmh. l'investisseur, du client privé et donc c'est pas une priorité. Donc nous, en fait, notre métier, c'est justement de faciliter, cette, mise à l'échelle, cette avancée technologique grâce, en fait, à cette mutualisation, qu'on va opérer auprès de non pas une banque, 2 banques, 3 banques, mais plutôt une centaine, d'institutions financières qui nous font confiance et donc ça permet réellement, de passer avec eux sur, ce stade, je dirais, de non plus de prestataire, mais de partenaire. D'accord. Alors tu parlais des ETF, parce qu'il y a de Oui. plus en plus, d'ETF qui sont utilisés, par, les clients retail. Est-ce que ça a été un gros changement pour vous ça?
vous avez vu opérer sur vos plateformes? Oui, oui, le gros changement est en train d'arriver, d'accord? Il est en train d'arriver au sens où, on voit bien qu'il y a, avec les ETF, il y a un besoin, qui arrive à traiter ce produit par rapport à un fonds mutuel classique. C'est le Pourquoi? côté instantané, Ouais, le côté caractère coté en permanence, ouais. qui permet en fait d'avoir, des solutions, d'investissement, liquides dans la même journée. On peut faire un aller le matin et sortir le soir, ce qui n'est pas possible en tant que tel avec un fonds mutuel. Donc on a, ce caractère, évidemment Instantanéité? ouais, qui est extrêmement important maintenant pour les investisseurs retail en 1er lieu. Parce qu'en fait, on voit que c'est des produits qui étaient très institutionnels, qui maintenant donc se retailisent. Et l'autre aspect, c'est évidemment l'arrivée de nouvelles technologies qui permettent, d'avoir dans sa poche, parce que pour mimer l'investissement d'un ETF, on prend un téléphone, puis on mime un investissement. On se dit Mmh. alors que pour un fonds d'investissement, je suis pas sûr qu'on prenne un téléphone pour ça, on va plutôt penser à son banquier, et cetera. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on a cette technologie, dans la poche qui permet d'avoir un caractère instantané de ces transactions, avec une UX, pour les investisseurs qui est absolument incroyable, hein. C'est vraiment ce que ces boîtes tech, fintech, Ouais. apportent à notre industrie. Même si en fait derrière, les investisseurs ne s'en rendent pas compte, il y a toute cette plomberie, toute cette infrastructure qu'on fait vivre et qui est absolument visible. Et donc c'est là où il y a finalement une vraie traction, pour, notre industrie. C'est, ce caractère, instantané avec la technologie qui, permet de rendre l'expérience beaucoup plus fun même, hein. On le Ouais. voit avec certaines plateformes qui arrivent à bien faire cette gamification, comme on dit, des investissements. Mais ça, d'un point de vue infrastructure, pour vous, ça a été compliqué? Donc en fait, ce qu'on voit sur les ETF pour les besoins du retail, c'est cette capacité en fait à mettre, en place des produits d'investissement dans lesquels un épargnant peut tous les mois mettre 100 €. Mmh Donc mh. pour ça, il faut avoir cette capacité à, acheter des parts d'ETF. Mais C'est ça du s'achète fractionné, voilà, ouais. et ça s'achète pas, en décimales, ça s'achète en nombre entier, 1, 2, 3 parts Ouais, ouais. d'ETF, mais pas de donc des acteurs tels que nous et d'autres, ont, en fait déployé cette capacité à traiter les fractions et à apporter ce qu'on va appeler les rompus, donc les parts qui ne sont pas allouées dans les portefeuilles. Donc là, il y a un peu de technologie, Ouais. parce qu'il faut faire du mirroring de comptes, Mmh donc mh, il y a un mmh. peu de complexité. Et derrière, bah, il faut en fait avoir cette capacité à porter sur son propre bilan toutes ces parts de terre. Alors, c'est pas des montants énormes, mais c'est vraiment une nouvelle logique, mais ça Mmh mh. permet de fluidifier, ça permet de rendre beaucoup plus accessibles Mmh. les produits d'épargne de manière générale à l'attention des investisseurs. Et je pense que c'est là où des acteurs tels que Fund Channel et la technologie permettent finalement de répondre à cet impératif qui est de mieux équiper les investisseurs retail en produits d'épargne de retraite pour leur avenir. Super intéressant. Merci. Alors, dernière question que j'aimerais te poser. Moi, j'adore tout ce qui est autour de la tokenisation. Oui. J'avais fait un épisode que tu as peut-être écouté avec une boîte qui s'appelle Spyco, Mm. qui a tokenisé 2 fonds monétaires, un en euros, un en dollars, justement avec le concours de KCIS. Absolument. J'aimerais savoir où vous en êtes dans vos réflexions. Alors, on a lancé en fait, il y a 2 mois maintenant, Ouais. une nouvelle plateforme à l'attention en fait de nos trésoriers d'entreprise cette fois-ci. Donc on est sur une autre clientèle, donc Mmh. clientèle professionnelle, mais là on va s'adresser donc aux grandes entreprises qui doivent placer leur trésorerie. Et pour ça on a repris, finalement ce qui est, la marque de fabrique, l'ADN de Fund Channel, à savoir c'est de l'architecture ouverte, ça c'est Mmh. indispensable. Donc aujourd'hui il y a une trentaine de sociétés de gestion qui proposent des fonds monétaires sur la plateforme. On va proposer toute la chaîne de traitement, hein, l'infrastructure dont je parlais, le custody, le routage d'ordre, la data, on y revient, Mmh. extrêmement important, des points de données multiples et variés spécifiques au fonds monétaire. Et enfin, je dirais une couche d'outils d'analyse à l'attention donc, de ces trésoriers. Donc sur ce socle-là, on propose en fait hein, ces produits monétaires et on sait que la prochaine étape, ça va être la tokenisation. On Mmh. voit que il y a la Institutional Money Market Fund Association qui a en février écrit un papier pour justement militer en faveur de la tokenisation. On sait que la BCE est extrêmement favorable à la tokenisation pour notamment les fonds monétaires. Les FAMA, là, en juillet aussi, a argué dans ce sens-là pour la tokenisation. Donc on sait que c'est en train d'arriver. On a la chance, encore une fois, de pouvoir nous appuyer et sur
Amundi et sur KCIS pour avoir Mhm. ce savoir-faire qui est mis à l'échelle. En fait, la tokenisation, elle répond à un impératif pour le système financier, c'est plus d'efficacité, Oui. d'accord? Et Plus moins de coûts. d'efficacité et moins de coûts, moins de coûts. Alors, là où il faut, je pense, ne pas commettre l'erreur, c'est de se dire que la tokenisation va désintermédier certains acteurs. L'essence même du système bancaire, du système financier, c'est de s'appuyer sur des tiers de confiance. Oui, mais Voilà. après, tu peux retirer quelques petites couches quand même. Ça va être plutôt de l'efficacité. Oui. Ça va être plutôt de l'efficacité, d'avoir ces services d'instantanéité qui doivent être mis, mais à la fin, on a besoin de ces tiers pour en fait rendre le système toujours Auditable. pertinent. Et puis Ouais. en fait, derrière, on veut récupérer les 100 € qu'on a investis. Et donc, je suis content que ce soit ma banque, peu importe derrière ce qui se passe, hein, mais qui me les restitue. On a vu aujourd'hui que les acteurs nouveaux entrants, finalement, néo-brokers que j'évoquais tout à l'heure, s'appuient eux-mêmes sur ces tiers de confiance Ouais, que tout sont à les fait. institutions financières. J'en parle dans ma masterclass FinTech d'ailleurs. Eh ben, j'ai hâte. Écoute, c'est super intéressant. Merci Pierre-Adrien. Je clôture toujours, comme tu le sais, sur une recommandation d'un ouvrage Oui. ou d'un podcast. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous recommander aujourd'hui pour Alors, je conclure? pourrais recommander l'excellent FinScale, bien entendu. Facile. Voilà, un peu Merci. promotion, ça fait pas de mal. En livre, il y en a un qui est amusant et qui en fait est très accessible parce qu'il a plusieurs degrés de lecture. Ça s'appelle Our Iceberg is Melting de John Kotter. Ouais. Et en fait, c'est à propos du change management. Et donc, on a tous ces pingouins qui sont sur un iceberg qui font. Et donc, à partir de là, ça engage toute une conversation autour, en fait, de comment résoudre ce problème, d'où est-ce que ça vient, avec tous les différents groupes. Donc, c'est assez amusant. Même en anglais, c'est facilement lisible. Ça me fait penser à Who Moved My Cheese? Oui, bah, c'est voilà, un peu on le même est, esprit. on est tout à fait dans le même esprit. Il y a un autre livre alors, qui est plus une somme, là, hein, cette fois-ci, je dois le reconnaître, qui m'a été conseillé par un client, banquier et philosophe, qui est donc un ouvrage de Steven Pinker, qui est un universitaire canadien à Harvard, je crois, qui en fait écrit sur le triomphe des Lumières. C'est absolument passionnant et en fait son propos, il est extrêmement optimiste en disant, preuve à l'appui, qu'on n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Qu'il n'y a jamais eu aussi peu de conflits, qu'on vit plus longtemps, qu'on vit plus riche, qu'on vit mieux. Et donc c'est assez rafraîchissant. Alors c'est érudit, hein, ça doit être bien 600 Ça date d'il y a pages. longtemps, non? 2018, l'ouvrage est de Ok, 2018, ouais. donc C'est un peu propos assombri depuis, quand même. Ouais, le propos reste valide et je suis résolument optimiste et donc d'avoir des gens extrêmement intelligents qui me l'expliquent, moi ça m'enthousiasme toujours. Merci Pierre-Adrien. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.